Évaluation et prix, un seul régulateur européen. Point d'interrogation. Et j'appelle Frédéric Collet, Philippe Lamoureux, Nathalie Moll, Guido Razzi, Nicolas Revel. Et les débats seront animés par Jean-David Zaitoun. Vous allez bien? Bonjour. Bonjour. Voilà. Tu as le timer qui est là en face de toi. Oui, très bien. Tu veux te mettre là? On va y aller. Merci Guy, merci à tous d'être là. Donc pour cette table ronde dont le thème va nous amener, je pense, merci, à poursuivre la conversation qui a été commencée ce matin lors de la table ronde qui s'est tenue avec Madame Le Guludec, son homologue allemand, et qui était animée par Jacques Belghiti. On essaiera aussi, si vous êtes d'accord, d'aborder certains points qui n'ont pas été traités ce matin. Et puis on parlera évidemment du prix des médicaments, puisque c'est le thème de notre table ronde. Donc on va revenir à l'évaluation qui a occupé déjà une partie de la table ronde de la fin de matinée. Et donc avec des opinions qui ont été exprimées qui... c'est pas une critique, c'est mon interprétation, m'ont semblé assez mitigées, voire conservatrices. Et donc, je vais me tourner vers vous, Nathalie Moll, pour vous poser une première question et vous demander de réagir un petit peu à l'opinion qui a été avancée ce matin sur est-ce qu'il faut aller plus vite et plus loin sur la centralisation de l'évaluation des médicaments en Europe. Je vous remercie beaucoup et merci aussi aux organisateurs pour l'invitation. Je pense que nous sommes face à plusieurs urgences et aussi à une révolution. La première urgence, c'est l'urgence de répondre aux besoins des patients pour un accès rapide aux produits dans toute l'Europe, donc la plus égalitaire et rapide possible. Et nous ressentons, ce matin j'ai beaucoup aimé l'idée que l'Europe pourrait devenir le café Flore du monde, voilà, et qu'on est très fort à mettre de l'argent dans la recherche, mais pas à sortir de l'argent de la recherche. Les patients n'ont pas de temps. Je pense que nous avons fait maintenant depuis 10 ans des projets pilotes avec UNET-HTA. Nous avons récemment réussi 3 évaluations conjointes au niveau européen. Donc il y a les preuves que cela peut se faire. Et nous devons répondre aux attentes des patients. Nous devons le faire aussi, non seulement sur les produits qui ont été approuvés, mais les patients attendent aussi les produits qui sont en développement. Il y a plus de 7000 produits qui sont en développement. Et nous devons le faire de manière responsable et aussi de manière à éviter les gaspillages. Donc le CDE a estimé que 20% de la dépense santé européenne est gaspillée. Ce n'est pas possible et je pense qu'une évaluation multiple dans différents pays n'a pas de sens au niveau scientifique. C'est très important de distinguer l'évaluation scientifique et l'évaluation économique. Et je pense que si le règlement qui est maintenant sur la table, discuté au Parlement et au Conseil, n'est pas assez clair sur ce point, l'industrie est tout à fait d'accord pour exprimer le soutien à une évaluation scientifique conjointe et à une évaluation qui reste au niveau des États membres pour le côté économique. La deuxième urgence, c'est une urgence européenne. L'Europe perd en compétitivité en ce moment. Nous sommes affaiblis par le Brexit. Nous sommes affaiblis au point de vue international. Quand on parlait ce matin d'investissement, oui, comme zone Europe, nous devons montrer que nous allons de l'avant. Et dans beaucoup de domaines, et un de ces domaines notamment, c'est de réussir à faire des choses ensemble comme Europe et de devenir vraiment une plateforme intéressante pour les investissements. Et dernière chose, nous sommes face à une révolution technologique quand même, parce que là, nous parlons de produits du passé, mais les produits du futur, les produits biotech, sont extrêmement complexes, difficiles, notamment les produits orphelins. C'est impossible de penser qu'il y aura des experts dans chaque pays qui puissent évaluer scientifiquement ces produits. Donc, il y a tout intérêt économiquement et scientifiquement de puiser nos ressources ensemble, de nous mettre d'accord sur une évaluation scientifique et de laisser après les considérations économiques à chaque pays. Merci beaucoup. Donc, on comprend que vous, en tant que représentant des industriels, l'Association professionnelle européenne des industriels, vous poussez pour qu'il y ait la centralisation de cette décision d'évaluation qui soit faite à l'échelle de l'Europe. Alors, je vais faire réagir Frédéric Collet et après, je me tournerai vers vous pour nous parler un petit peu de votre expérience de la centralisation de la décision. Frédéric Collet. Je ne sais pas si vous allez me faire beaucoup réagir parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été évoqué. Et notre métier est assez simple. Le métier des industriels, il est assez simple. Il est d'innover d'un côté
et de s'assurer que les nouveaux traitements, puisqu'on parle plus simplement de molécules, mais nos nouveaux traitements atteignent le patient dans les meilleures conditions. Et pour ça, nous avons besoin de choses assez simples dans notre environnement. On a besoin de prévisibilité, on a besoin de visibilité, et puis on a besoin d'équité. Parce que chacun d'entre nous, l'essentiel des laboratoires aujourd'hui sont des acteurs mondiaux. Donc il se trouve que nous pouvons comparer ce qui se fait dans un pays ou dans un autre. Et dans cet environnement extrêmement fertile qu'on a évoqué ce matin en termes d'innovation, et on en a parlé, il y a pourtant quelques éléments qui nous frappent. On a l'impression que l'accès est rendu aujourd'hui de plus en plus complexe. Quelquefois, il est également assez lent, et on l'observe même en Europe. Et puis, il y a quelque chose qui nous frappe, c'est que quand on compare ce qui peut se faire dans certains pays et dans d'autres, on observe des vrais écarts dans la façon dont les décisions sont prises, les conclusions sont tirées, quelquefois d'éléments cliniques en particulier, très similaires. Et donc oui, effectivement, nous nous demandons absolument que d'un côté, cette évaluation médicale, scientifique, clinique, soit prise en charge par l'Europe. Et on a des très bons exemples. L'AMM européenne en est un très bon exemple, et on en reparlera bien entendu tout à l'heure. Mais en parallèle, que chaque pays garde la souveraineté de la fixation de son prix dans le cadre de sa stratégie thérapeutique, de son environnement propre. Donc tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. On va en parler. Professeur Razi, can you tell us a little about the experience? Pouvez-vous nous parler de votre expérience dans la centralisation et l'évaluation des médicaments? Je sais que les questions ne sont pas les mêmes. Il y a pour l'évaluation, il faut évaluer les risques et les bénéfices. Il faut examiner l'avantage concurrentiel des médicaments sur le marché. Pouvez-vous nous parler de votre expérience? Oui, je voudrais clarifier un point. On parle de quelle couche? Il n'y a pas une limite claire définie lorsqu'on parle d'évaluation centralisée ou non centralisée. La première couche est claire, c'est l'évaluation bénéfice-risque et nous sommes assez confiants là-dessus. Nous avons commencé il y a 25 ans. À cette époque, tout le monde disait que ce n'est pas possible de l'établir de manière universelle. On a prouvé que c'était possible. Cela a pris une bonne dizaine d'années pour accomplir cela. Et ce travail a été mené par 4 ou 5 autorités plus mûres et plus expérimentées, et les autres ont suivi. La deuxième couche concerne la valeur ajoutée clinique. Je ne parle pas des prix, mais je pense que nous pouvons vraiment contribuer de manière efficace à la détermination de la valeur d'un médicament. La valeur ajoutée clinique est une valeur universelle. Ça ne peut pas être différent en fonction des régions géographiques. Je ne dis pas que c'est un chiffre absolu. Cela peut... L'évaluation peut changer, la barre est mobile, mais c'est une valeur universelle au-delà de la frontière de l'Europe. Pouvons-nous établir cette valeur en même temps que nous évaluons l'évaluation risque-bénéfice? Je pense que nous pouvons faire ce travail en parallèle plutôt que de manière séquentielle. Tous les acteurs ont le droit de savoir quelles preuves doivent être fournies et ils veulent savoir ce qu'ils vont payer. Le développeur veut savoir au début toutes les preuves qu'ils doivent montrer le moment venu, le moment magique, après l'évaluation risque-bénéfice. Et le patient doit savoir, dès que c'est établi, ça pourrait générer des tensions d'avoir différentes manières de déterminer la valeur ajoutée clinique. Je vais m'arrêter ici pour le moment. Je vais vous poser une autre question tout de suite. Ce matin, il a été clairement dit que le régulateur doit rester indépendant de l'évaluation. Et je l'ai déjà entendu auparavant. Si vous
si vous gardez en tête qu'il y a un prix défini après l'évaluation, ça peut biaiser l'évaluation bénéfice-risque. Alors, où est-ce qu'il faut délimiter le rôle de l'évaluateur pour l'évaluation? Je suis d'accord, mais l'évaluation bénéfice-risque est quelque chose qui doit rester indépendant et isolé et ne doit pas être confus avec d'autres valeurs. La valeur ajoutée clinique doit être liée intimement au bénéfice-risque. Puisque nous parlons de quelque chose qui est émergente, on parle des médicaments anciens, traditionnels. Le zone de confort du payeur, c'est que le risque-bénéfice et la valeur ajoutée sont généralement des résultats statistiques d'une population décrite pas dans la bonne granularité. Dans la médecine de précision, je ne parle pas dans 10 ans, je parle dans 6 mois. Le sous-groupe jusqu'à l'individu sera prédéfini dans le développement. Nous pouvons définir et nous voulons contribuer à la définition, car le premier groupe de preuves est dans la main des régulateurs. Pourquoi reproduire ces données? Pourquoi ajouter des données par la suite? Merci. Donc vous êtes le seul payeur autour de la table. Alors, on ne va pas parler tout de suite du prix, mais on va en parler assez rapidement. Mais je suis sûr que, ne serait-ce que sur la partie évaluation, vous avez forcément un avis parce qu'elle vous impacte et même elle vous contraint. Alors aujourd'hui, elle est prise en France, pas par vous. Vous ne pouvez même pas négocier le prix puisque c'est le comité économique des produits de santé qui... Enfin, je fais l'assurance maladie et dans le comité économique des produits de santé. Donc, nous contribuons à la négociation. Mais si jamais la décision est encore plus éloignée de vous, est-ce que vous allez trouver que c'est un problème pour vous? Est-ce que vous direz que le niveau d'expertise va augmenter et que finalement... Moi, je vais partir du point de vue effectivement, du payeur qui est plutôt, comme vous l'avez dit, intéressé à la dernière partie du processus qui est la négociation du prix. Et je vois dans les interventions qui ont été faites l'idée qu'il y aurait donc un peu en sous-jacent d'un côté les représentants des industriels qui souhaitent plus de rapidité et de simplicité dans le processus d'évaluation et d'accès au marché. Et il y aurait de l'autre côté les États-nations qui seraient, eux, sur une position un peu défensive, protectrice de leurs intérêts de souveraineté nationale. Si on se met du côté de la question de la négociation du prix, partageons le fait que nous sommes tout aussi demandeurs de plus de dialogue européen. Parce que la situation d'où nous partons, chacun ici la connaît. Nous sommes dans une asymétrie aujourd'hui dans la construction des prix des médicaments, dans les négociations qui interviennent entre les industriels et les États-nations. Pourquoi? Chacun le sait, nous ne négocions plus tellement beaucoup des prix publics. Nous négocions fondamentalement des remises couvertes par des clauses de confidentialité et qui font qu'aucun pays ne sait réellement ce que l'autre a négocié sur le même produit. Bon. Et donc il y a, vu du point de vue, je dirais, des États, oui, en effet, des réflexions qui pourraient tout à fait nous conduire à considérer que davantage de transparence, davantage de dialogue entre les États pourrait réduire cette asymétrie que j'évoquais. On viendra ensuite aux modalités, aux réponses qui peut-être ne nous convainquent pas que la solution serait dans le fait de confier tout le processus d'évaluation et avec un certain nombre d'impacts ensuite sur le prix à une instance européenne intégrée. Voilà. Mais je pense que c'est important de ne pas caricaturer. Il n'y a pas les pros, les favorables au dialogue européen d'un côté, et puis des États qui chercheraient à rester sur leur précaré. Moi, la réflexion et la question que je me pose est de savoir si une unification de l'évaluation des produits
n'est pas de nature, je dirais, à surcontraindre ensuite les conséquences, les décisions qui viennent en conséquence de ce processus. Parce qu'une évaluation, ça sert d'une part à savoir si on va ou non admettre un produit à une prise en charge solidaire, admis au remboursement, à quel taux nous allons le faire et à quel prix. Voilà. Et donc la question, c'est de savoir, au-delà de la question de principe, s'il est possible à un moment donné de séparer le processus d'évaluation entre les différentes étapes de celle-ci. Nous, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une évaluation sur le service médical rendu. La France fonctionne ainsi, en distinguant le service médical rendu et ensuite l'amélioration du service médical rendu. Mais on a bien une série de décisions qui sont prises dans le processus d'évaluation, admission ou non au remboursement, à quel niveau nous remboursons. Et ce qui est décidé dans ces 2 premières phases détermine ensuite beaucoup la suite du processus de négociation. Ce que vous êtes en train de suggérer aux industriels, c'est que, alors que là, ils semblent tous enthousiastes à l'idée de centraliser cette évaluation, est-ce qu'ils ne centralisent pas aussi le risque au lieu de le diluer sur différents États? Ce qui est une question que j'aurais pu leur poser, parce qu'effectivement, ça veut dire que si ça ne marche pas, ça marche nulle part. Et avec juste un petit bémol, mais ça ne remet pas en cause, je dirais, la pertinence de la question posée, qui est quand vous dites nous avons des innovations et nous sommes quelque part retardés par un processus d'évaluation nationale qui nous oblige, je dirais, à passer par X processus d'évaluation dans X pays, et ces pays, parfois, seraient plus ou moins rapides dans le processus. On observe quand même, nous, et nous tous d'ailleurs, des arrivées de plus en plus importantes et précoces. Des précoces en termes de temps de développement, oui, mais en termes de délai de market accès, d'accès au marché, c'est vrai que la France, quantitativement, fait moins bien que l'Allemagne ou que d'autres pays voisins. Ça a été objectivé par des rapports. Oui, d'accord, mais sur une partie évaluation, d'une part, dont je ne sais pas si par rapport aux autres pays, elle est si longue que ça. Après, sur une partie définition et négociation du prix, qui aussi représente, je pense, un peu plus que la moitié du délai total. Oui. Et là-dessus, on en parle souvent avec Philippe Lamoureux qui interviendra après moi. Moi, je considère très clairement que, on a des progrès à faire sur le calendrier de la négo, la durée des négociations, mais ce sera un effort partagé. Parce que quand une négociation dure longtemps, ce n'est pas que la faute de l'un, c'est forcément toujours des stratégies de négociation qui se conjuguent pour aboutir à ce résultat. Merci beaucoup. Alors, Philippe, c'est à toi de parler, oui, c'est obligé. Je vois que Nicolas Revel brûle de parler du prix, mais je voudrais revenir un petit peu sur l'évaluation en quelques mots. La ligne de frontière, elle est assez claire. L'assessment et l'appraisal. La partie assessment, c'est ce qui est dans la directive européenne, c'est le projet qui nous réunit. L'appraisal reste clairement de la compétence des États membres. Après, j'adhère tout à fait à ce que Nathalie expliquait. On voit bien que cette directive européenne, elle a 3 intérêts. Elle a un intérêt d'abord pour les patients, et je vous renvoie à ce que disait ce matin très très bien le représentant d'Eurordis sur l'urgence qui s'attache pour un certain nombre de patients à accéder rapidement à l'évaluation, au traitement. Il y a évidemment un intérêt de rapidité d'accès pour les industriels, il ne faut pas le nier. Il y a quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, ni ce matin, ni depuis le début de cette table ronde, c'est l'intérêt pour les États membres qui n'ont pas de système d'évaluation développé. Et effectivement, l'un des intérêts de cette directive, c'est aussi de pouvoir tirer vers le haut certains systèmes d'évaluation. Et là, je crois qu'il y a un véritable enjeu sur lequel on peut insister. Donc de ce point de vue-là, moi, ce que je regrette, c'est que j'ai connu l'époque où effectivement on a mis en place l'AMM européenne. J'étais à l'époque dans d'autres fonctions et du côté de la puissance publique. J'étais à l'agence du médicament et on entendait ça ne marchera jamais. L'AMM européenne, ça ne marchera jamais, ça n'existera pas. Aujourd'hui, plus personne ne conteste ces AMM européennes. Et je pense qu'on est probablement dans la même situation vis-à-vis de cette efficacité, de ce REA européen. Voilà, donc en substance, l'enjeu, pour moi, il est essentiellement là. On peut regretter que la France, c'est vrai, on l'a entendu ce matin avec Madame Le Guldec, soit sur une position assez prudente. Quand on essaie de se poser la question de savoir pourquoi la France est si prudente, peut-être qu'il y a 3 explications possibles. Il y a une première explication qui est une explication qui, de mon point de vue, est assez recevable. C'est le manque de moyens d'évaluation de la Haute Autorité de Santé. C'est clair qu'il va y avoir un problème de montée en charge pour ces institutions, pour ces HTA body. L'EMA est financé par des redevances. On a trouvé des solutions pour l'AMM à l'EMA et on est en train même d'en trouver pour la NSM. Donc c'est pour dire que les solutions existent. On peut aussi, ce qui est déjà beaucoup plus délicat,
considérer que la France ne ferait pas confiance à des évaluations venant d'autres pays européens. Et là, effectivement, nous prenons un petit peu à rebours ce raisonnement parce que nous considérons qu'au contraire, la France peut prendre un leadership ou une forme de leadership, avec d'ailleurs nos homologues allemands qu'on a aussi entendus ce matin, dans la construction de ce système d'évaluation. Ça a d'ailleurs été le cas jusqu'à une période assez récente. Le troisième point, mais que je n'ose imaginer, c'est que les autorités françaises imaginent qu'on allait les dessaisir par ce mécanisme d'un certain nombre de compétences qui pourraient avoir une incidence en aval sur la fixation des prix. Alors merci. Je vais rebondir justement pour vous interroger. Donc Philippe Lamoureux a parlé de l'expertise. He talked about the expertise. And I know that when the EMA was created, C'est que lorsque le MM a été créé, les gens disaient que on ne veut pas que les citoyens prennent des médicaments évalués par des Portugais. Ce n'est pas Monivet. C'est une citation d'un livre sociologique. Et la conclusion, c'est l'inverse. Les pays moins expérimentés ont aujourd'hui augmenté leur niveau d'expertise. Aujourd'hui, nous avons le président de la Haute Autorité de Santé. there are still fears that we could dilute. Donc, il y a encore des craintes qu'on peut diluer notre expertise ou alors décroître le niveau d'expertise. Je ne peux parler que mon expérience, mais qui réussit. Oui, c'est une réussite. C'est une des réussites. Alors, ce qui s'est passé, lorsque j'ai pris le poste en 2011, 6 autorités s'occupaient de 85% de tout le travail scientifique. La France en faisait partie, l'Allemagne est encore un contributeur majeur, et puis le Royaume-Uni. Donc, finalement, on a décidé d'élargir, d'étendre cette connaissance. Nous avons aujourd'hui 18 contributeurs. Pas tout le monde contribue au même niveau. Les sujets sensibles restent entre les mains des équipes expérimentées. La meilleure équipe a le rapporteur, et c'est ce qui se passe. Donc, avec le temps, le comité décide qui s'occupe de chaque dossier. Nous avons aujourd'hui une équipe multinationale. Nous avons une équipe d'experts qui manque peut-être une compétence, un oncologue, par exemple, et qui peut choisir quelqu'un, un expert, qui est l'expert qui manque dans un pays. C'est comme cela que ça fonctionne. Donc, au début, le pays avec la moins d'expérience va bénéficier du pays avec la plus d'expérience, etc. Donc, c'est ça le contexte qu'on doit établir. Et on doit également décider de la méthodologie. Donc, la question, c'est plutôt comment, pas si. Monsieur Razi dit que, selon lui, ça a participé à une mutualisation des expertises. Après, il faut reconnaître que l'évaluation des médicaments, c'est une décision qui implique beaucoup plus de paramètres et qui est plus complexe parce que, on l'a dit ce matin, ça a été dit par les gens qui étaient réservés, qu'il faut tenir compte du suivi du comparateur, de l'effectif des essais cliniques. Et donc, est-ce que ça va être plus compliqué quand même de faire une évaluation centralisée si jamais on veut la faire? Comme vous allez... En fait, je suis un petit peu perturbé parce que j'ai l'impression qu'entre ce qu'on a entendu ce matin et ce qu'on est en train de se dire là, finalement, il y a une sorte de consensus. Tout le monde est en train de se dire oui, effectivement, c'est important. Madame Grossetête a insisté d'ailleurs ce matin pour dire que l'avenir de la santé sera européen ou ne sera pas. On est tous assez d'accord pour se dire il faut qu'on distingue l'évaluation scientifique de l'évaluation économique, laisser aux scientifiques cet aspect-là et laisser à chaque État la souveraineté. Et donc on n'est pas sur une décision, mais sur la proposition d'un outil qui permette ensuite de prendre une décision au niveau de chaque pays. Et pourtant, je n'arrive pas à savoir où ça bloque. Et en fait, en écoutant bien les discussions que nous avons eues ce matin, je me dis, mais finalement, quels sont les points de résistance? Qu'est-ce qui fait que l'Allemagne et la France, qui sont traditionnellement les pays les plus promoteurs de ce genre de développement en Europe, semblent tellement prudents? J'ai senti une prudence de Sioux ce matin dans la discussion qu'il y a eu, et je n'arrive pas à savoir pourquoi. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a une hypothèse autour de la table. Ouais, Philippe, bien sûr. Philippe est toujours un peu taquin. Mais... Ouais. Philippe, tu as une hypothèse? Joker, je vais laisser...
Oui, alors je ne vais pas répondre à pourquoi. Ce qui me consterne, effectivement, comme vous, c'est que nous travaillons à tout cela depuis 12 ans. J'ai l'impression qu'on arrive à la table, tout à coup, il y a un règlement européen. Ah, on aime que c'est bizarre, non? Je ne suis pas sûre, je ne suis pas certaine. Ça fait 12 ans et 10 ans, en tout cas, qu'on travaille ensemble dans UNET HTA, avec la Norvège et la Suisse en plus. Donc, tous les pays... Dites-nous un petit peu ce que c'est, parce que tout le monde n'est pas un super expert du médicament. Donc, disons qu'en 2006... on a créé cette plateforme unie où tous les États membres ont travaillé ensemble dans le but ultime d'avoir un HTA, donc une évaluation scientifique commune, ou en tout cas une méthodologie, ou de voir comment mettre ensemble notre expertise. En 2008, une table ronde, le High Level Pharmaceutical Forum, a bien distingué que dans ce contexte, a fait la distinction entre l'assessment scientifique et l'évaluation économique, qui doivent se faire un au niveau européen et un au niveau national. Et nous avons travaillé ensemble. Le dernier volet, c'est la Joint Action 3. Donc, on a travaillé Joint Action 1, 2, 3. Et sous cette Joint Action 3 très récente, déjà, cette année, nous avons 3 produits évalués conjointement. Donc, ça s'est fait. Quand nous avons regardé, il y a une étude de la Commission qui a regardé l'uptake, disons, de ces résultats sur base volontaire. Tous les pays ne reprennent pas l'évaluation scientifique si c'est sur base volontaire. Donc ça ne sert pas à grand-chose de se mettre ensemble, de faire tout ce travail ensemble, si finalement, au bout du compte, on se dit moi, celui-là, je ne le prends pas, parce qu'en termes de prévisibilité pour les patients et pour nous, ça ne sert à rien. Parce qu'après, en France, il faudra recommencer du début. Donc ce qui me semble bizarre, c'est que nous avons quand même travaillé 10 ans. Le règlement prévoit 6 ans de transition. Donc même si nous approuvons le règlement cette année ou l'année prochaine, on aura encore 6 ans pour s'assurer que la qualité finale est du niveau qui satisfait tous les États membres. Donc j'ai l'impression qu'on parle, qu'on veut une Europe de la santé, construire l'Europe de la santé, qu'on veut une Europe forte, comme dit le président Macron, et puis qu'après, on fait des pas en arrière, mais on a quand même travaillé 12 ans. Donc voilà. Ouais, Nicolas. Je trouverai votre interpellation vis-à-vis de la France, de l'Allemagne, sur le fait que nous aurions tort de ne pas nous projeter vers cette nouvelle organisation de l'évaluation à un niveau européen totalement acceptable si, je l'ai dit tout à l'heure, si à la limite, je ne suis pas sûr de proposer, mais si je vous entendais aussi porter l'idée d'une négociation à l'échelle européenne des prix. Ce que je ne crois pas avoir entendu. Alors pour l'instant, ce qui a été dit très clairement à mon sens, c'est qu'il y avait une dichotomie. Ce qui poserait par ailleurs plein de questions. Parce que je pense que... Ce matin, on a entendu l'inverse. Non, mais vous l'avez proposé? Non, ce matin, on a entendu l'inverse, que les États membres voulaient garder ça pour eux. Non, mais je ne suis pas en train de dire que je le propose. Mais je vous écoute. Oui. Et donc, je trouverais la position des industriels, je dirais, beaucoup plus robuste, cohérente, si vous souhaitiez aller vers plus d'Europe sur les 2 segments. Or, vous ne nous le proposez que sur l'évaluation. Philippe, est-ce que tu es d'accord que vous faites un demi-pas? Je confirme. Je pense que le négociateur doit être le payeur. Donc, je pense qu'effectivement, à un moment donné... Bon. Mais quand je vous entends vouloir aller vers une évaluation totalement européenne, je peux en effet, et je crois que c'est aussi ce qui peut traverser l'esprit d'un certain nombre d'États membres, se poser la question de savoir si à la fin des fins, les positions de négociation des États membres par rapport aujourd'hui à des négociations qui sont quand même très difficiles parce que, chers amis, vous arrivez avec des demandes de fixation de prix que nous trouvons extrêmement fortes sur bien des produits et qui sont de nature à quand même mettre à l'épreuve nos systèmes de santé solides. Donc je pense que nous avons quand même un sujet collectif autour de ça. Nous avons, nous, en effet, la crainte que cette européanisation du processus d'évaluation puisse, en effet, affaiblir une position de négociation des prix qui est, par ailleurs, déjà, comme je l'ai dit, affaiblie par une asymétrie dont vous profitez plus que nous. Alors, Philippe, je vais te donner la parole, mais juste quelque chose que je ne comprends pas, c'est que si on se met à plusieurs, on a plus de pouvoir de négociation pour limiter ce que les économistes appellent le pouvoir de marché, qui est octroyé aux industriels par leur monopole. Je pense que, et on y viendra peut-être après, je pense que les États membres, dans le respect de ce que sont leurs attributions sur la négociation des prix, ont vocation à travailler, dialoguer davantage, à la fois sur l'évaluation, je pense que Dominique Le Gulédec l'a dit ce matin, nous ne sommes pas dans une position conservatrice, et aussi sur les questions de prix, parce que je crois qu'en effet, nous avons davantage vocation
à échanger et à travailler, y compris parfois, on y viendra peut-être dans une seconde, à pouvoir construire des dispositifs de négociation unifiés à quelques pays sur certains On va en parler après, promis, je vais passer la parole. Non, alors je vais faire un petit exercice de schizophrénie. D'abord, je vais répondre à la perche que m'a tendue quand même Frédéric, et ensuite je dirai quelques mots sur ce que vient de dire Nicolas. On connaît les réserves des États membres. La France a été très claire sur ses réserves, l'Allemagne a été très claire sur ses réserves, donc on sait les identifier pour répondre à la question que posait Frédéric. Je vais donner 2-3 exemples. Le caractère mandatory ou pas de cette évaluation est un problème, et on l'a clairement identifié pour les autorités françaises. Mais au passage, cette question-là, les industriels aussi, ils se la sont posés avec Nathalie. Quand on a échangé avec la partie industrielle, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'industriels qui n'étaient pas forcément favorables à ce que le système soit mandatory pour la partie industrielle aussi. Et finalement, on a réussi, nous, à nous mettre d'accord pour dire, effectivement, si le système existe, il s'opposera à tout le monde et tout le monde rentrera dedans. Les Allemands ont un problème de comparateur. On sait que les Allemands souhaitent garder la définition de leur comparateur. La France, par exemple, a une vision de l'expertise. Donc le comparateur, juste pour tout le monde, c'est quand on développe un nouveau médicament, dans la moitié des cas ou un peu moins des cas, on le compare à un placebo, et quand il y a un traitement actif, ce qui est de plus en plus le cas, on le compare à un traitement déjà existant qui est donc son concurrent. Les Français ont une vision franco-française de l'expertise qu'ils entendent imposer au reste de l'Europe, ce qui est aussi peut-être un problème, tout le monde me comprendra dans la salle, ce qui est aussi peut-être un problème. Donc, je crois que les points de débat sont sur la table, il faut qu'on arrive à les dépasser. On verra si ce qui sort de l'Europe en début de semaine satisfait aux observations des autorités. Moi, je reste optimiste parce que je crois quand même que la voie d'un compromis est possible. En tout cas, il faut le trouver parce que quand j'écoute attentivement tout ce qui se dit depuis ce matin, quand on est pro-européen, on va sortir un petit peu déprimé de cette journée et demie, je le crains. Sur la question des prix, j'avais tendance à dire le prix européen, il existe déjà. Ça s'appelle l'accord cadre. Pour les produits d'ASMR 1 à 3... Alors, pas d'abréviation. Amélioration du service. Pour les produits qui ont c'est-à-dire pour les innovations de rupture, plus important, qui ont une amélioration du service médical rendu 1 à 3, nous sommes dans un corridor de prix avec nos amis britanniques, allemands, italiens et espagnols. Et je peux même vous dire quelque chose, c'est que la France est dans 93% des cas dans la fourchette basse de ces prix, et dans 50% des cas, la France est le prix le plus bas des 5 pays. Prix public, on est d'accord. Prix public. Le prix n'est pas que le prix public. Le prix public. Et sur les ASMR 1, 2, 3, le prix est largement construit sur les remises. Donc, voilà. Alors donc, juste pour traduire ça, et après je vous passe la parole, vous voulez dire que le prix public et le prix facial n'est pas le prix net, et que c'est pour faire joli, comme ça on est à peu près pas trop cher, et que finalement la négociation travestit ça. Enfin, travestir. Non, pardon, la remise modifie substantiellement ce prix facial. Voilà. Il y a un attachement très fort des entreprises à négocier des prix faciaux publics d'un certain niveau parce qu'elles s'en servent, et c'est tout à fait légitime dans le rôle qui est le vôtre, pour ensuite entrer sur d'autres marchés sur la base de ce prix, en étant plus ouvertes sur des contreparties financières, donc des remises financières versées, et qui sont, elles, totalement couvertes par, entre guillemets, des clauses de confidentialité négociées. Donc quand on dit qu'il y a un prix européen, non, il n'y a pas de prix européen sur des molécules innovantes. Nul ne connaît le prix réel des médicaments. Guido Razi. Yeah. No, I just want to come back to my... Je voulais juste revenir aux faits scientifiques, aux preuves. En fin de compte, il y a des éléments communs et puis un accord commun, on va dire. Ce que je pense, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. C'est le niveau le plus élevé de l'évaluation qui peut être accepté par tout le monde. Alors, qu'est-ce qui est acceptable? Ce qui n'est pas acceptable, c'est la livraison, le prix à payer pour une option de livraison dans un système de données. Donc ça, c'est quelque chose qui est propre à chaque nation. En dessous de cela, vous avez le bénéfice-risque. Donc c'est une valeur courante, universelle. Au milieu, il y a la valeur ajoutée.
Alors, maintenant, parlons de la valeur ajoutée clinique. On ne peut pas atteindre un consensus. Quelles sont les preuves, quels sont les faits qu'on veut évaluer? C'est ça la question. Pour être efficace, quelles sont les preuves, les faits qu'on doit générer à l'avance? Donc, à l'avance, on doit générer des faits et avec l'évaluation technologique. Et ensuite, il y a les bénéfices-risques. Quel est ensuite le niveau suivant? Après, il faut définir la méthodologie. Alors, au lieu de parler de s'il faut le faire, après, il faut se fixer sur la barre en ce qui concerne la valeur ajoutée. C'est ça mon point de vue. Donc, c'est ça mon comparateur. Voici un exemple. Ce sont 10 évaluations volontaires, donc des évaluateurs qui reviennent, qui se regroupent autour d'une table. Ils quittent la table. Ils ont fait 80%. On ne peut qu'apprendre en faisant. Donc, trouver un comparateur commun, ça va être problématique. Oui, c'est un problème qu'on ne peut pas résoudre. À l'avenir, il n'y aura pas de comparateur. Il n'y a pas de comparateur pour la thérapie à base de gènes. C'est vrai que la discussion faciale, pour nous, ce n'est pas une discussion toujours facile parce qu'effectivement, l'opinion regarde et bien souvent, elle est étonnée par les prix faciaux alors que nous savons, nous, que les prix ne sont pas ces prix-là en réalité. Maintenant, ce que je constate par rapport à ce point, c'est que dans tous les pays, dans tous les 5 grands marchés européens, pour faire simple, les country managers partent en négociation avec à peu près la même feuille de route. Et pourtant, certains pays arrivent à des accords et à des accès au marché beaucoup plus rapides que la France. La France, c'est 530 jours, alors que la directive européenne prévoit 180 jours. Donc, je me demande par quelle baguette magique, finalement, dans les autres pays européens, on arrive à négocier mieux qu'en France. Le deuxième point sur la négociation en prix net, c'est un point qu'il faut aborder avec beaucoup de précaution. Moi, je serais payeur, je l'aborderai avec beaucoup de précaution, parce que je pense que la négociation en prix net est inflationniste. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous savez que vous n'avez plus de marge de négociation dans la discussion avec un État, vous avez tendance à vous donner moins de marge de manœuvre et vous partez de beaucoup plus haut. Et donc, je pense que ce n'est pas nécessairement un bon calcul. Et je crois savoir que dans certains pays, on a voulu discuter en prix net et qu'on est revenu aux mécanismes dans lesquels nous sommes aujourd'hui en France. Alors, je reviens juste en complément sur ce qui vient d'être dit, parce que effectivement, je comprends la question qui se pose sur l'évaluation et sur le prix, mais une des raisons de ces écarts, même en prix facial que l'on peut observer, est également liée au fait que quelquefois sur une même observation clinique, on a des évaluations qui sont différentes état par état. Donc on peut avoir des mêmes données et des interprétations qui sont différentes. On a tous dans nos laboratoires des exemples nombreux d'évaluations similaires qui ont donné lieu à des résultats ou à des appréciations différentes. Et donc, je pense que l'évaluation européenne, scientifique et clinique, permet justement probablement de présenter, c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne s'agit pas de donner une évaluation, mais donner les outils qui permettent ensuite à chaque État, souverainement, indépendamment, de faire son évaluation en fonction de son contexte, en fonction de la maturité de son système de soins, de ses choix, etc., etc. Mais je pense qu'effectivement, le fait de disposer, on pourrait dire, d'un thermomètre commun permettrait déjà de resserrer probablement, puisque chaque État disposerait d'un même indicateur, d'une même évaluation pour faire ses choix. Nathalie Moll et après Nicolas. Oui, je voulais revenir sur les deux volets prix et évaluation. Effectivement, je pense que partir d'une base commune, c'est déjà une simplification très importante. Quand on parlait des comparateurs ou d'autres choses, nous demandons d'ailleurs que dans le règlement qui est proposé pour l'instant, on introduise des scoping meetings, des réunions en aval de l'évaluation, où on peut se mettre d'accord sur le scope, sur l'étendue de l'évaluation. C'est le dialogue précoce que fait déjà le MA. Exactement, mais au niveau HT. Okay. Donc vraiment, pour qu'on sache où on part et que tous les États membres qui sortent de la table soient d'accord que oui, on a les éléments qu'on voudrait voir à la fin de la journée.
Donc je pense que ça, c'est important. Ce qui est important, alors on parle souvent de prix, des médicaments, etc. Je sais qu'on va de plus en plus vers des médicaments extraordinaires, vers des cures. Donc quel est le prix d'une cure de l'hémophilie B dans des générations? C'est très difficile à évaluer. Moi, ce qui m'a toujours interpellée en arrivant, disons, il y a 18 mois dans le secteur pharmaceutique propre, ayant travaillé dans les biotech, c'est qu'on ne parle jamais de système de santé, donc du prix ou du coût d'une thérapie et de tout ce qui se déroule après dans un système de santé. On parle toujours de prix du médicament, des prix dans les hôpitaux, etc. Et qu'il faut commencer à faire une conversation avec, pas seulement vous de l'autre côté. Lui, de ça la tombe table. bien, il paye tout, donc Voilà. ça tombe bien. Mais ce n'est pas dans tous les États membres. Non. Dans tous les États membres, on n'a pas cette situation et on n'a pas vraiment qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on évite, quels sont les gains dans les années à venir. Il faut commencer à faire une conversation un peu plus conjointe parce que ce n'est pas soutenable. Ça, on le voit. Moi, je suis totalement d'accord avec cette idée qu'il y a dans le champ de la coopération européenne certainement un enjeu qui doit porter sur l'étude en vie réelle de l'efficacité thérapeutique des médicaments, dont on s'est dit tout à l'heure qu'il y avait un enjeu à ce qu'ils arrivent de plus en plus tôt dans le processus d'essais cliniques sur le marché. C'est ce qu'on observe, avec parfois, en effet, peu de recul sur ce que sera cet effet thérapeutique observé. Et une observation en vie réelle à l'échelle de plusieurs pays serait certainement quelque chose de précieux, donc au-delà même de ce segment de temps qui est l'évaluation initiale. Deuxièmement, vous avez tout à fait raison de dire qu'il ne faut pas raisonner sur le prix d'un produit sans s'intéresser aux économies susceptibles d'être générées par cette nouvelle thérapeutique sur l'ensemble de la chaîne de soins. C'est un point de vue qui est fortement et régulièrement exprimé par les industriels, point de vue auquel je suis tout à fait sensible et qui, évidemment, justifie notre part d'y travailler. Et encore une fois, d'y travailler à l'échelle nationale, d'y travailler à l'échelle européenne. Alors, tout à l'heure, Nicolas Revel a dit quelque chose, puisqu'il vous a justement un petit peu challengé sur le fait que vous vouliez juste que ce soit l'évaluation qui soit européanisée, mais pas la fixation des prix. Alors, vous n'avez pas totalement probablement répondu à ça. Et c'est vrai qu'il y a de la littérature qui propose des règles de fixation. Il y a des bases de données en accès ouvert. Par exemple, vous savez que la Société américaine de cancérologie a fait un cadre d'interprétation des prix. Le Sloan Kettering a fait ça aussi. Et ça commence un petit peu à marcher. En tout cas, ce ne sont pas des grilles de lecture qui ont été critiquées. Donc, pourquoi, si vous plaidez pour une centralisation de l'évaluation, on ne pourrait pas juste se mettre d'accord sur des espèces de prix théoriques en fonction des budgets des États et de leur consentement à payer et du coût du produit. Et du coût du produit, bien sûr. Et l'objectivation du coût de la recherche et développement. Ah, ça c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Non, mais c'est un point de vue qui n'est pas un point de vue... Enfin, non, mais... Je crois que dans votre question même, vous venez d'expliquer pourquoi ce n'est pas... Premièrement, je pense que les États membres, comme l'industrie, ne demandent pas un prix européen. Donc, ce n'est pas seulement l'industrie. Mais vous, dans votre question même, vous l'avez dit, parce que sur base de quelle économie et sur base de quel système de santé, sur base de quelle chacun pourrait ensuite extrapoler à son système ce que dit la grille. C'est ce que proposent les... Et puis on est en période préélectorale. Vous croyez que c'est très très populaire comme idée? Vous croyez que les citoyens européens rêvent d'un prix qui serait imposé au niveau global? Non, je ne dis pas qu'il est unique. Je dis qui s'imposerait à tous les payeurs d'ailleurs, et quels que soient les systèmes dans tous les pays du monde. Ça semble alors, indépendamment des avis des citoyens, est-ce que pour vous, ce ne serait pas moins épuisant d'avoir un prix qui serait plus ou moins préfixé plutôt que d'avoir à négocier pays par pays? Je pense qu'on met le patient au milieu et l'important, c'est le patient. Donc l'épuisement, voilà, je ne pense pas que c'est ça le problème. C'est les besoins du patient dans ce pays et les contraintes de ce pays à ce moment-là. Donc pour vous, c'est impossible. Alors, c'est vrai qu'il y a des systèmes où certains pays se mettent ensemble en ce moment. Oui. Et la position de l'industrie, c'est que si cela permet un accès plus rapide aux patients, nous pouvons être favorables. Du moment où, disons, toutes les autres assurances voilà, que la qualité ne baisse pas et qu'on ne casse pas des corps. Donc, je ne travaille pas souvent en français, donc c'est difficile, mais qu'on ne coupe pas les coins en essayant d'aller plus vite. Donc, on n'est pas contre si c'est une question d'accès aux patients plus rapide, mais disons qu'on
qu'on trouve que chaque pays, Malte, France, Suède, Irlande, vous avez des priorités thérapeutiques, des situations économiques, des systèmes de santé complètement différents. Ok. Je crois qu'on a... Oui, Philippe, Pardon, non, je crois que c'est une idée, mais on a beaucoup de questions à résoudre en amont. On a cette question de l'HTA, on en a beaucoup en aval. Par exemple, moi je constate que, par exemple, la définition des populations cibles n'est pas tout à fait la même d'un pays à l'autre. Donc si on a les mêmes prix, on a les mêmes populations cibles, par exemple. Bon, je crois savoir, par exemple, que la France est plutôt restrictive dans la définition de ses populations cibles par rapport à d'autres pays européens. Donc il faut qu'on mette tout ça sur la table. Il faut y aller step by step. L'AMM était une première étape fondamentale. On est aujourd'hui à la deuxième étape, qu'est le clinical assessment. Peut-être qu'à un moment venu, on ira vers le pricing. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a des systèmes de santé, on a des systèmes, des budgets qui sont peu comparables. D'ailleurs, nous, quand on négocie l'accord cadre, on prend des pays comparables aux nôtres. On ne va pas, évidemment, quand on commence les discussions avec l'assurance maladie nous demande de rentrer la Grèce dans le basket de pays de référence, nous demandons de rentrer la Suisse, tout ça s'annule, mais à l'arrivée, on travaille bien avec des baskets de pays qui peuvent se comparer. Donc ce serait quelque chose d'envisageable, mais probablement de beaucoup plus compliqué à mener à terme. Bon, vous avez vu, j'ai essayé de reposer votre question. Oui, je pensais que c'était une bonne question. Ouais. Et on y a répondu. Et j'ai bien entendu la réponse. Non, moi je suis convaincu, encore une fois, que aussi bien sur le champ de l'évaluation, mais je pense que c'est Dominique Le Guludex s'est exprimé ce matin, et je pense que cela relève évidemment d'abord de sa responsabilité, que sur celui des négociations de prix, je pense que le terrain de la coopération interétatique est un terrain sur lequel nous devons avancer davantage. Il y a, et je pense que Dominique l'a dit ce matin, des choses qui se font aujourd'hui en matière d'évaluation, et je pense que ça permet d'avoir des évaluations conjointes sur déjà, je crois, plusieurs dizaines de produits, sur en tout cas certaines agences entre elles. Et sur les sujets de négociation de prix, moi, je trouverais tout à fait utile que, alors que certains pays européens ont déjà engagé des travaux de coopération, je pense au Benelux, Luxembourg, Pays-Bas, Belgique, je crois qu'ils sont raccrochés à l'Autriche. Pays nordiques également, je crois. Pays nordiques, les pays sur la Valette. C'est vrai qu'un peu la France et l'Allemagne sont un peu, je dirais, entre guillemets, hors de ces dispositifs. Moi, je crois que la France doit réfléchir à être davantage dans une démarche d'exploration de ce type de dispositifs de négociation qui pourrait, par exemple, commencer par des médicaments sur des maladies orphelines. On pourrait imaginer sur certains produits d'avoir un lead donné à un pays sur un groupement d'achat qui permet déjà de tester le modèle. Et je pense que nous y gagnerions. Voilà. Mais alors, donc il n'est pas question de se réfugier dans une notion où il y aurait l'Europe au niveau de l'évaluation, rien au niveau des prix. Je pense que, y compris au niveau des prix, je pense qu'il y a des choses à faire. D'accord. On a entendu ce matin qu'il avait fallu 25 ans pour arriver à l'AMM européenne. Je ne sais pas combien de temps il va falloir pour arriver à une évaluation clinique européenne. Disons 10, disons 15, je ne sais pas, vous avez dit 10 ans déjà, donc peut-être qu'on peut arriver à accélérer. Et effectivement, comme vous l'avez dit, l'industrie n'est pas fermée à cette réflexion, c'est évident. Mais alors, moi, ça me donne envie de vous poser la question à vous, parce que je me souviens qu'en février 2016, je crois, François Hollande avait fait un G quelque chose où il avait mis le sujet sur la table, et puis je pense qu'il ne s'est pas passé grand-chose depuis. Mais vous êtes aussi concerné, donc qu'est-ce que vous pouvez faire à votre échelle pour aller vers ça? Je pense que c'est vraiment un sujet qui doit être porté au niveau des gouvernements. Okay. Vous savez, quand vous êtes un grand pays, vous pouvez toujours avoir l'idée que vous êtes capable de négocier mieux que les autres. Et comme personne ne sait ce que les autres ont négocié, c'est assez facile de le croire. Voilà. Vous pensez que les gens sont si naïfs? C'est pour ça que, et d'ailleurs souvent, quand vous négociez avec quelqu'un qui vous dit qu'il n'a jamais connu de négociateur aussi féroce, c'est que vous pouvez considérer que vous avez probablement échoué dans votre négociation. Donc on voit des petits pays qui spontanément essayent de se regrouper parce qu'ils pensent, je pense spontanément, que leur position de négociation n'est pas la meilleure parmi les pays européens. C'est vrai que des grands pays comme la France et l'Allemagne peuvent avoir ce sentiment que, de par leur marché, ils ont forcément les meilleurs prix.
Donc ça peut expliquer les raisons qui font que nous n'avons pas, parmi d'autres, encore franchi des étapes qui me paraissent, encore une fois, moi je le redis, devoir être franchies dans les prochains temps. Oui, tout à fait. Je reviens sur deux idées. Donc l'idée de ne pas s'arrêter seulement au prix du médicament, mais de faire cette réflexion plus large au niveau européen, parce que je pense que les thérapies qui arrivent, celles qu'on a déjà, vont appeler à ça. Non seulement le prix de développement de ces produits, la population réduite même au niveau européen, la transformation au niveau de la chaîne de la santé, donc les hôpitaux qui doivent complètement changer leur système, les unités de pathologie qui vont être remplacées par autre chose. Donc il y a toute une transformation et nous devons accompagner la transformation en parlant non plus en silo, mais avec... C'est quelque chose qu'on tente de faire au niveau européen. Donc, il y a ça. J'aime beaucoup aussi l'idée de faire un stepwise. Donc, on a commencé avec l'Agence européenne du médicament, on passe après avec l'évaluation scientifique, et puis on va à ce troisième. Il faut quand même avoir des bases et ne pas continuer à discuter à l'infini, parce que l'Europe, quand même, a besoin de lancer des signaux très forts au niveau compétitivité, au niveau predictability. Et je me répète, mais le Brexit est en train de nous affaiblir comme région Europe. On peut l'aimer ou pas l'aimer, mais c'est un fait. Au niveau global, la Chine augmente beaucoup ses incentives au niveau de propriété intellectuelle. Les États-Unis ont beaucoup d'autres moyens, disons, de politique industrielle. L'Europe doit démontrer très clairement que nous sommes soudés et unis, cohérents et prêts à aller de l'avant et à rester, disons, au pas avec le développement technologique. Deux, trois commentaires rapides. D'abord, ce serait paradoxal d'aller vers un système de prix européen alors qu'on n'a pas de système d'évaluation européen. Donc effectivement, comme disait Frédéric, il faut mettre les briques dans le bon ordre. Deuxièmement, pour rassurer Nicolas sur sa férocité comme négociateur, si la France était un pays à prix élevé, ce serait un pays d'importation parallèle. Il se trouve que la France est un pays d'exportation parallèle, ce qui en dit long sur les prix des médicaments français. Le troisième élément, c'est sur les coordinations européennes. Il y a 3 mécanismes qui sont en cours qui essaient de fonctionner. Il y a FINOS sur les pays scandinaves, il y a le Valletta Group sur les pays d'Europe du Sud, et il y a effectivement Beneluxa, comme tu le disais, avec le Benelux et l'Autriche. À ma connaissance, le seul système qui fonctionne aujourd'hui un peu, c'est Beneluxa, et il fonctionne dès lors que l'industriel prend l'option de passer par ce système. Donc ce n'est pas un système qui s'impose aux industriels, c'est un système optionnel dans lequel l'industriel décide de rentrer, à ma connaissance. Nicolas. Non, moi j'insiste sur... Je voudrais juste revenir sur l'évaluation en vie réelle des médicaments, parce que ça me paraît pour le coup vraiment un élément sur lequel nous sommes collectivement faibles et sur lequel le sujet de l'évaluation doit se prolonger et son rebouclage avec la question de la négociation des prix se pose. Et là, pour le coup, la France revendique un constat, un diagnostic qui est que nous sommes en effet dans le devoir d'y travailler. Donc ce que vous voulez dire, avant que je vous passe la parole, c'est que on pourrait avoir une évaluation plus rapprochée en termes de temps des effets réels des médicaments pour ajuster le prix en fonction de la performance observée. Je pense que l'idée générale que je vous ai indiquée, c'est que nous sommes convaincus qu'il faut travailler sur un champ de coopération interétatique à la fois sur l'évaluation et sur la négociation des prix, dans des conditions à définir, et de pointer en effet cette question de l'évaluation en vie réelle, parce qu'aujourd'hui, compte tenu des innovations qui arrivent, c'est, je trouve, pour tous nos pays, la question numéro 1. Vous voulez dire parce que les traitements arrivent plus tôt et qu'on les connaît moins. Vite, parce qu'on les connaît moins, parce qu'on les price sur la base d'éléments d'évaluation qui sont quand même finalement assez sommaires, assez fragiles, et avec derrière peu de recul, d'où la nécessité d'investir assez fortement là-dessus. Guido Razi. Je suis complètement d'accord avec ça. À l'avenir, seulement les preuves réelles cliniques seront la seule possibilité de réellement renforcer le bénéfice-risque, renforcer le système.
Je suis d'accord que nous sommes faibles là-dedans. Nous sommes trop dépendants sur tout ce qui a été fait auparavant. La fragmentation de la population, les drogues qui peuvent changer la vie, les thérapies géniques, les thérapies cellulaires ont besoin d'un nouveau modèle de tarification, bien sûr, mais ça, c'est au-delà de moi. Mais on a besoin d'anticiper la surveillance de leur innocuité et de leur sécurité en même temps et de leur efficacité. Et ça doit être une décision réglementaire. Et on doit ensuite réévaluer la valeur clinique en vie réelle. Donc, sans tentative forte de surveillance des preuves réelles, les preuves cliniques, à mon avis, on va pas réussir. On va échouer, nous tous. Il faut de l'interopérabilité des données. Il faut vraiment alors mettre beaucoup d'investissements et on en a parlé ce matin et la commissaire était très claire et très connaisseuse du secteur santé. Il faut vraiment faire des grands pas en avant. Il y a des pays et des régions qui sont très forts. Il y a des best practices qui existent. En Italie, ça fait des années qu'ils ont un registre oncologie qui marche très bien sur le real world evidence et qui fait un feedback sur le prix. Donc, il y a des best practices. Ce matin aussi, on parlait de best practices, donc il faut s'en servir, il faut aller de l'avant. Et ça fait partie du fameux système santé qu'on doit regarder. Donc, il y a la révolution biotechnologique et la révolution de données. Et il faut arriver à vraiment... parce que le real world evidence, ça se collecte à travers les données. Il nous reste 2 minutes, donc on va terminer sur les données de vie réelle. Soit Frédéric Collet... Ouais. Pardon, bien sûr. Mais juste un point, je trouve que quelqu'un a évoqué ce matin ou cet après-midi, je crois que c'est M. Andersen qui a évoqué une Europe de la peur. Et je trouve que dans la façon dont on aborde ça, aucun d'entre nous n'a vraiment abordé le bénéfice, à quel besoin ça répond. Et quel en serait le bénéfice? Le bénéfice en termes de délai pour le patient, le bénéfice en termes d'attractivité pour le territoire européen, le bénéfice en termes d'efficience par rapport à tous les coûts qui sont générés. Et je pense qu'il faut se rappeler le bénéfice global qui est généré par ce système d'évaluation européenne, qui, encore une fois, ne remet pas en question toutes les prérogatives locales. Et je pense, juste un point qui est important, c'est que je pense qu'effectivement, la France et l'Allemagne doivent s'activer pour être moteurs sur ce sujet-là. Et on n'a pas évoqué du tout, mais il y a un certain nombre de réserves qui sont importantes, c'est-à-dire que cette évaluation devrait être mandatory pour les États et que chaque État ne refasse pas sa cuisine derrière. Comme l'AMM. L'AMM s'impose aux États. Absolument, qu'elle s'impose aux États. Et qu'il existe un système d'appel, bien entendu, comme ça peut exister. Mais il y a 2 conditions qui sont importantes. Et encore une fois, je pense qu'il faut repartir du besoin. Et à quel besoin et à quel bénéfice on s'attend. Non, moi je rejoins la remarque de Nicolas. Je crois qu'on s'est très consensuel. Je crois que les données en vie réelle sont devenues un enjeu majeur et tout ce qu'on a vu depuis le début de la matinée plaide dans ce sens. On a une révolution copernicienne à faire, notamment dans le fonctionnement de la puissance publique. C'est comment on passe d'un mécanisme qui multiplie les haies dans l'accès au marché à un mécanisme qui les fluidifie dans un continuum en vie réelle. Et là, il y a un enjeu transformationnel colossal pour notre système. Et ça ne vaut pas que pour la France, d'ailleurs. On va s'arrêter là. Il nous reste 1 minute, à moins que quelqu'un veuille rajouter. On va un peu se répéter. Juste, quand même, je rappelle que l'accès au marché, aux patients, des innovations thérapeutiques qui sont de vraies promesses de guérison, même si vous nous opposez des délais qui en France sont en effet au-dessus de la moyenne européenne, nous y répondons quand même par un dispositif spécifique que vous connaissez, la TU, qui permet quand même de faire que... Avec ses limites. Ah mais peut-être, enfin avec ses limites, enfin qui fait qu'on a quand même beaucoup d'ATU en France chaque année qui nous permettent quand même, qui vous permettent d'accéder au marché dans des délais extrêmement rapides. Après, il y a des sujets de négociation de prix qui permettent de reboucler les choses, mais enfin, l'accès au marché sur des vraies innovations en France, déjà aujourd'hui, il existe les ATU, et en plus, M. Macron a dit, ou M. Philippe, je crois aussi, a dit qu'il fallait le maintenir. Yeah, I just want to say, don't underestimate science and technology. Target population. Sous-estimez pas la technologie et la science. Vous devez forcer la personne qui travaille dans la génomique à investir. Et pour l'utilisation des données dans le monde réel,
C'est intéressant parce qu'on a des retours beaucoup plus rapides. Merci, excellent. Merci beaucoup. Vous êtes au dîner, hein? Oui, Vous venez au absolument. dîner, hein? Bon, parfait, hein, tu es au dîner.